Bienvenue dans Un jeune, une histoire, la série audio qui donne la parole aux jeunes de 20 ans et moins. Une production signée Colette Cause, animée par Eva Bourgin. Bonjour Laurette. Bonjour. Bienvenue dans Colette Cause. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Laurette Grand, je suis en terminale sanitaire et sociale. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée paralysée. Tu t'es retrouvée paralysée, il me semble que c'était un 4 novembre, donc il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu le contexte de ce jour-là ? En fait, le 4 novembre, donc le mardi, j'étais en cours de sport et j'ai monté une voie d'escalade où d'habitude j'y arrivais très bien. Là, j'ai un peu galéré, arrivé au-dessus, mal au ventre, mal à la tête. Arrivée à pied à terre, j'ai commencé à mon côté droit à partir. Et en 5 minutes, j'ai perdu la motricité et la sensibilité de mes deux mains et de mon pied droit. Est-ce qu'il y avait, avant ces symptômes-là, où t'as ressenti un peu une fatigue, dans les jours qui précédaient, tu t'avais ressenti des signaux ou des choses comme ça, ou pas du tout ? En fait, le mois d'octobre, j'avais tout le temps mal au ventre, j'étais très fatiguée, sans vraiment d'explication, parce qu'on a mis ça sur l'endométriose. Mais après, quand on comprend un peu la maladie, on se dit oui, ça peut être des signes qui arrivaient déjà. Au moment où tu te retrouves du coup paralysée, c'est quoi ta réaction ? C'est comment t'as réagi en fait ? Parce que du coup, plus de mains, plus de pieds, enfin il te restait qu'un pied. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Au début, je comprenais pas. J'étais perdue parce que je me dis ça peut pas m'arriver. Enfin, je savais pas vraiment ce que c'était. Et ouais, avec l'hôpital, pas pouvoir se débrouiller, pas réussir à marcher, même à tenir debout, devoir demander à sa maman d'aller aux toilettes, de s'habiller, des choses comme ça. Je me remettais un peu en question. Je me disais, je reviens une enfant quand j'avais 2 ans. Mais bon, après, on s'habitue. Mais oui, le début est un peu difficile à encaisser. Parce qu'au moment où tu te retrouves paralysée, t'as appelé qui ? Des gens sont venus vers toi ? Enfin, comment ça s'est passé pour ton arrivée à l'hôpital ? Ma maman, elle me descend à l'hôpital et je suis arrivée aux urgences. On m'a posé plein de questions, si je m'étais déjà fait piquer par des tiques, si j'avais déjà des antécédents d'AVC, des choses comme ça. Et après, on m'a hospitalisée parce que je pouvais pas rentrer chez moi, je tenais même pas debout. Et donc suite à cette hospitalisation, IRM normal, pas d'AVC, on m'a sorti du psychosomatique. Alors je voyais pas ce que c'était avant. Donc quand on m'explique, je me vois pas trop dans cette situation. Je réfléchis. Parce que pour toi, psychosomatique, c'est du coup ? Alors c'est des problèmes enfin comme un choc ou un traumatisme, ce qui est arrivé dans sa vie, et à force le corps il remonte trop ses émotions et il en a marre, il se bloque. Et moi je voyais pas le traumatisme qui était arrivé dans ma vie ou un gros choc. Donc je ruminais beaucoup. Je me disais mais à quel moment il s'est passé quelque chose, ou je voyais pas trop. Est-ce que quand t'es arrivée à l'hôpital, tu t'es sentie en sécurité ou complètement désorientée à ce moment-là ? Parce que je rappelle, t'es quand même étudiante, t'as jamais eu d'antécédents comme ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu ressens de la sécurité ou au contraire, c'est toujours de la peur et de l'incompréhension ? De la peur et de la compréhension, parce que je sais pas où j'allais. Vraiment, on me faisait les tests, on me plantait des piqûres sous le pied, et on me demandait si je sentais. J'étais non, enfin je sais pas où j'allais en fait. Je sais pas ce qui m'arrivait. Oui, et toi t'essayais de te toucher au niveau de ton corps, toucher t'as eu ton pied gauche ou droit ? Droit, et t'as tes deux mains hormis ton pouce gauche, c'est ça ? Oui, mon pouce gauche que j'arrive à bouger, mais que je ne sens pas du tout. D'accord. Donc au niveau de la motricité, c'est là, mais au niveau de la sensation, c'est pas là. D'accord. Donc autant dire qu'il y a que ton pied là pour le moment que tu sens. Oui, mon pied gauche. D'accord. C'est déjà ça, j'ai envie de te dire, mais oui. Oui. Est-ce que tu t'es
senti écoutée à ce moment-là, la première fois où tu arrives à l'hôpital et que tu es face du coup à ces médecins qui t'accueillent aussi, qui essaient de t'expliquer ce que tu as ou pas, voilà. Comment tu t'es sentie? Alors aux urgences, vu que c'était des nouveaux internes, ils étaient aussi paniqués que moi. Ouais. J'arrivais pas à me dire ils sont calmes, on va trouver quelque chose. Et oui, suite à une semaine d'hospitalisation, j'étais toujours frustrée parce qu'on ne trouvait pas. On faisait tous les examens, tout sur les maladies graves, tout était négatif. Donc moi, ça me rassurait, positif, pardon. Moi, ça me rassurait d'un autre côté. Je me dis, j'ai pas une maladie grave ou quelque chose comme ça. Mais j'avais toujours l'incompréhension de qu'est-ce qui m'arrive. Et là-dessus, en vue des médecins de l'hôpital, non, je me suis pas trop sentie écoutée parce que on me laissait un peu toute seule dans mon problème et on m'a dit de toute façon si c'est psychosomatique ça va revenir, faut juste faire des efforts. Et je trouvais pas la faille. Donc j'étais encore un peu moins perdue que la première fois, mais je savais pas comment me débrouiller parce qu'on me donnait pas de conseils, pendant pas aller voir une psychologue, des choses comme ça, on me donnait pas trop de conseils. Donc j'étais un peu livrée à moi-même. Durant cette semaine d'hospitalisation. Oui. Quand t'es revenue à la maison, donc c'était au bout de 6-7 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé les premiers jours quand on revient ici à la maison, comment c'était? C'est très compliqué parce que j'avais fait une séance de kiné à l'hôpital pour savoir si j'étais apte à monter les escaliers. On revient le soir, faut monter les escaliers, on met plus d'une heure. Et moi, je pense que je fais 3 marches et après, c'est mes parents qui me portent. Et donc là, un peu de la frustration de dire mes parents, ils sont obligés d'être là pour moi, pour s'occuper de sa fille à 17 ans, 18. Et en sortie de l'hôpital, pas de fauteuil, rien du tout. Donc on savait pas trop comment faire parce que c'était un jour férié le lendemain. Donc on me dit si on veut sortir ou quoi, on fait comment. Donc on a appelé un kiné qu'on connaissait et qui nous a prescrit un fauteuil pour au moins pouvoir sortir vu qu'il faisait beau. Et après, on s'est débrouillé en faisant beaucoup de kiné, de choses comme ça. Mais l'hôpital nous ont jamais orientés vers psychologue, kiné. Là je dis, faudrait peut-être faire de la kiné sans trop de prescriptions, choses comme ça. Et quand tu te vois pour la première fois en fauteuil roulant, est-ce que là t'as un choc? Enfin, est-ce que c'est un choc pour toi de te retrouver aussi en fauteuil roulant? Ah oui, parce que je me suis jamais retrouvée dans cette situation et oui, c'est un peu bizarre, ça fait un peu peur de se retrouver comme ça. Et surtout d'avoir ses parents ou ses frères qui doivent s'occuper de toi. Ça choque un peu, on revient en enfance. Est-ce que ça a soudé aussi quelque part peut-être ton entourage autour de cet événement-là? Bah oui quand même, parce que faut se coordonner qui est là. Ma maman a dû s'arrêter pour s'occuper de moi. Quand ma maman voulait partir, fallait que soit mon papa, soit mes frères soient là. Donc mes frères sont revenus assez à la maison pour s'occuper de leur sœur. Mais oui, ça ressoude un peu la famille aussi, de se dire ils sont tous là. Oui, t'as les rapports peut-être que tu vois différemment entre membres de famille, quoi. Enfin, les rapports changent. Parce que je ressens, quand tu en parles, je ressens pas mal de culpabilité, de frustration et de colère peut-être. Est-ce que c'est toujours d'actualité ces émotions-là? Non, parce que maintenant, à ce jour-là, j'arrive un peu à me débrouiller. Mais oui, les premiers jours, je me disais, mes parents, ils ont peut-être pas que ça à faire que de s'occuper de leur fille, pas dans la totalité devoir s'arrêter de travailler pour ça. Donc je me mettais un peu de la frustration de me dire, leur job des parents, c'est de s'occuper de leur enfant, mais pas dans des situations comme ça. Vous ne saviez pas ce qui vous arrivait, donc vous avez un peu pris les devants et vous avez enchaîné les rendez-vous. Tu parlais de kiné. T'es allé, je le rappelle, ça s'était arrivé il y a plusieurs mois. On est en début février. T'es allé voir qui d'autre? Parce que j'imagine que quand on sait pas, le plus dur, c'est le flou. C'est presque aussi insupportable que la paralysie, quoi.
Oui, donc on est allé voir donc des kinés, des psychologues. Après, on s'est tourné vers un médecin généraliste qui, elle, est spécialisée dans la maladie de Lyme, où là, elle nous a dit oui, c'est la maladie de Lyme vu les sérologies que j'avais fait avec mon médecin traitant en sortant de l'hôpital. Donc, d'un autre côté, moi, je savais pas s'il fallait que j'écoute psychosomatique ou maladie de Lyme. Et oui, on est allé voir beaucoup de médecins, j'ai fait beaucoup d'examens pour savoir qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Plein d'examens positifs en disant qu'il n'y a pas de maladie grave, mais la maladie de Lyme présente, la mononucléose bien élevée, les médecins quand ils ont eu la maladie de Lyme positive, ils ont arrêté de parler. Ils n'ont pas dit de qu'est-ce qu'on devait faire plus tard. Comment ça? C'est-à-dire que vous avez eu les résultats pour la maladie de Lyme, si j'entends bien, et ensuite les médecins ne vous ont pas donné de suite? Non, les médecins de l'hôpital et mon médecin généraliste, plus de suite. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers une médecin spécialisée dans la maladie de Lyme pour avoir plus de réponses. Parce que quand tu dis plus de suite, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas comment réagir face à ça? Oui, il nous dit non, ça peut pas être cette maladie. Un médecin de l'hôpital nous a juré les yeux dans les yeux que cette maladie n'existait pas, c'était dans la tête des gens. Donc ça, c'est dur aussi à encaisser. Et oui, il voulait plus s'occuper de ça parce que pour cette maladie, il n'y a pas de traitement, il y a rien à faire en France. On nous a dit sûrement l'Allemagne, parce que l'Allemagne y traite, mais ils nous ont pas orientés autre part. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils fassent différemment à ce moment-là? Enfin, est-ce que tu as senti vraiment un manque de compétences aussi peut-être? Du coup, c'est l'ego qui a pris le dessus. Oui, parce que je me dis, les médecins, ils peuvent quand même nous orienter vers des médecins spécialistes. Donc là-dessus, je me suis dit, pourquoi ils nous disent que cette maladie, déjà, c'est dans la tête des gens, alors que quand on regarde beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes dans nos régions qui sont atteintes et qui disent que oui, cette maladie, elle est très compliquée parce qu'il n'y a pas un seul diagnostic, il n'y a pas une seule façon de réagir. Donc oui, les médecins, moi j'aimerais qu'ils nous guident un peu plus sur quoi faire. Est-ce qu'il y a eu un médecin qui t'a quand même aidé, que tu te souviens? Est-ce que c'était le médecin qui justement t'a confirmé la maladie de Lyme? C'est ce médecin-là? Oui, c'est ce médecin qui nous a vraiment aidés et nous a dit que le psychosomatique, il pouvait arriver plus tard, avec de la culpabilité, des choses comme ça, mais cette maladie, fallait la traiter, et vu que maintenant elle était bien là, bien présente, avec beaucoup de symptômes, fallait la prendre à ce moment-là. Donc là, on s'est un peu senti écoutés, et pas nous dire c'est dans la tête de votre fille. Là-dessus, moi, j'ai été rassurée. Parce que je rappelle, du coup, la maladie de Lyme, c'est suite à une morsure d'une tique qui elle-même possède le virus, je ne sais plus comment on l'appelle. La borréliose. Exactement, merci. Et qui transmet justement ce virus, et on peut le déceler plusieurs mois, peut-être années après. Oui, plusieurs années après. Elle reste très longtemps en nous. Voilà. Et il me semble que selon le réseau Sentinelle, c'est un réseau de sciences qui surveille un peu ce qui se passe en France. En 2025, il y avait à peu près 60 000 personnes qui étaient touchées. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Ah oui, beaucoup de monde touché. Et... Oui. Pour si peu de compétences aussi, un flou total face à ça, quoi. Oui. Donc t'as su que tu avais la maladie de Lyme il y a combien de temps? J'ai fait la sérologie le 13 novembre. On a reçu les résultats à peu près une semaine après, parce que les analyses de sang sont quand même parties sur Strasbourg. Et là, quand on a eu les résultats, on s'est vite adressé à notre médecin traitant, qui nous a renvoyé vers un docteur de l'hôpital du CHU de Besançon, où j'avais déjà, c'est lui qui suivait mon dossier. Et là, oui, on nous a dit que cette maladie n'existait pas. Donc, c'est pas très rassurant quand on entend ça. C'est pour ça que nous-mêmes, après, on s'est adressé vers des médecins spécialistes.
Et à partir de ce moment-là, est-ce que t'as vu un changement, peut-être au niveau de la dynamique sur ton corps ou dans ta tête, quand t'as su que c'était ça? Est-ce que les choses ont commencé à bouger pour toi? Alors, c'est surtout dans la tête de se dire, le psychosomatique, c'est peut-être pas lui qui est le vrai facteur, peut-être qu'il est présent quand même. Mais le facteur premier, c'est peut-être la maladie de Lyme. Donc pour moi, je me suis un peu rassurée de me dire il y a des traitements pour ça, il y a des choses qu'on peut qu'on peut mettre en place. Mais oui, j'étais quand même toujours culpabilisée, mais oui, il y a eu du soulagement quand même. Est-ce qu'il y a eu, là on est début février, est-ce que tu as eu des progrès au niveau de ton corps? Est-ce que tu en as vu, t'en as perçu? Alors j'ai réussi à me remettre debout, à réussir à marcher, à aller voir le soleil qui est dehors. Réussir à m'habiller toute seule, à prendre ma douche. Maintenant, ça fait 2 voire 3 semaines que j'y arrive. Bon, pour manger, c'est toujours un peu compliqué, couper la viande, les choses comme ça, j'ai toujours besoin de quelqu'un. Mais oui, j'arrive à faire ma vie sans avoir trop de personnes dépendantes autour de moi. Qu'est-ce que ces gestes y représentent pour toi? Une grande victoire, parce que juste le fait de réussir à monter les escaliers toute seule, à pouvoir bien utiliser son téléphone, parce que avec le pouce gauche, il y a des fois c'est plus difficile. Mais oui, utiliser mon téléphone, réussir à me préparer si je veux me lever avant que mes parents soient levés, réussir un peu à descendre en bas. Bon, il y a un peu de mal à mettre mon petit déj encore, mais réussir à bouger soi-même, ça fait même du bien au mental et physiquement aussi. Est-ce que tu vis un peu plus du coup au jour le jour? Oui. Ouais. On attend et on se dit on verra si demain on est fatigué pour faire des activités. Bon après maintenant vu que j'ai repris l'école, les week-ends c'est plus on se repose. Mais oui sinon on essaie d'adapter les activités le jour. Parce que t'es plus à l'écoute de ton corps aussi, j'ai l'impression que il y a ce rapport aussi, je parle un peu en, en connaissance de cause, mais il y a ce rapport corps et esprit. Je trouve qu'il y a cette unicité, t'as pas le choix de t'adapter au corps et inversement. Oui. Le corps s'adapte au mental aussi. Oui, là-dessus, faut réussir à écouter les deux. Donc, oui. Pour que ça se transforme en équilibre aussi. Est-ce que t'as eu des moments de découragement aussi? Oui. Je te pose la question. Beaucoup. Ouais. Quand avant les vacances de décembre, j'ai essayé une fois de retourner à l'école. Le lycée m'a pas accepté parce qu'il trouvait que c'était un peu trop tôt pour l'instant. Donc là, ça m'a un peu découragée, puis même me dire je peux pas aller faire du ski, juste comme ça. Là, j'ai eu vraiment des moments de découragement. Quand je voyais le biathlon à la télé, je me dis j'ai envie de monter sur des skis. Mais bon, après, avec mes frères, on est partis à la neige. Donc, se promener dans le bob, c'est bien, tout autant. Ouais, oui, j'imagine, parce que tu parles d'école. T'as repris les cours depuis janvier? Oui. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que t'avais une appréhension avant de revenir à l'école? Non, parce que je me dis, même si les personnes autour de moi, elles acceptent pas ou elles voient pas le handicap comme on peut le voir, moi ça me touche pas. Je me dis, je vis ma vie et je vais pas me bloquer pour la vision des personnes, vu que ça faisait plusieurs mois que je faisais école à la maison. C'était bien compliqué. Et juste l'adaptation du lycée, par exemple, vu qu'on divague sur 2 sites, prendre plus le temps de pas mettre 10 minutes, mais peut-être mettre 15 minutes. Les profs s'adaptent, je m'adapte, et moi ça m'a fait du bien de retourner à l'école, parce que pas ruminer toute seule à la maison, ou même voir des amis, écouter les cours, ça c'est vraiment difficile à la maison. Donc pour l'année du bac, je vais tout donner pour faire passer mon bac. Oui, j'allais te dire 18 ans, tu vas avoir ton bac là cette année. Comment tu te sens vis-à-vis de ce diplôme qui va arriver? T'as l'impression que la vie te met un petit combat en plus de ce diplôme-là? Oui, après on fait toutes les démarches pour réussir à passer mon bac. Oui. Et je me dis, si cette année c'est compliqué de passer le bac, une année c'est pas perdu, on peut toujours en refaire une.
Après, je me dis, si j'arrive à me battre et montrer aux personnes, mes profs, mes amis, que j'ai envie de passer mon bac et je peux le faire même si je suis en situation de handicap, moi, ça serait une belle victoire de montrer aussi que même si on a une année compliquée, on peut aller jusqu'au bout des choses. Parce que tu parles du coup de situation de handicap, est-ce que toi, ton regard a changé par rapport aux personnes qui portent, elles aussi, un handicap? Alors oui, quand même, parce que on se met dans la place des personnes qui sont vraiment paralysées à vie, qui doivent réadapter tout leur quotidien, leur travail. Ça, c'est pas facile. Et oui, mon regard, il a changé, même au vu de mon métier que je vais faire plus tard. Trouver plus de solutions, par exemple, tenir une fourchette ou des choses comme ça. Ça met des épreuves dans la vie. Et oui, ça montre aussi qu'on est capable et que on peut le faire. Même si on est en situation de handicap, on peut aller dans une école normale, bon, certes avec des adaptations, mais on peut le faire. Faut positiver dans la vie. Faut positiver, exactement. Comment ça se passe d'ailleurs, ce chemin-là de guérison au niveau de la maladie de Lyme? Comment tu dois prendre des médicaments? Qu'est-ce qui se passe? Alors pour l'instant, je suis en traitement naturopathie parce que la médecin que j'ai vue me sentait pas capable de commencer tout de suite l'antibiotique. Ok. Donc là, dans une semaine, j'ai rendez-vous encore avec elle pour mettre en place le traitement en base antibiotique pour vraiment éliminer cette bactérie qui fait du mal au corps. Mais on s'adapte, on prend les médicaments quand il faut, et si faut rater 1 heure de cours pour aller prendre son médicament, c'est pas grave. On s'adapte, on priorise le médicament à la place des cours. La guérison avant. Parce que quand tu dois prendre ton médicament, t'es obligé de partir de la classe? Oui, il y a des fois j'ai un médicament à prendre 30 à 40 minutes avant de manger. Donc si par exemple si je suis sur mon 2e site, je mets entre 10 et 15 minutes à revenir. Donc oui, je rate 1 heure de cours pour aller prendre mon traitement. Mais bon, on rattrape l'école assez facilement avec les copines. Heureusement qu'elles sont là. Oui, j'allais te dire, l'amitié, c'est important aussi dans ce genre de moment-là. Oui, on se rend vraiment compte avec qui on est le plus fidèle et vers quel ami veut vraiment t'aider. Parce que oui, il y a des fois, il y a des amitiés qui sont là, mais peut-être quand t'es un peu dans la mouise, qui ne t'aident pas. Aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à ça, au niveau de ton état d'esprit? Quand tu te rappelles en novembre, est-ce qu'il y a eu un chemin aussi de guérison mentale, peut-être? Enfin, de guérison. D'être sur le chemin, en tout cas. Oui. Puis surtout d'être entouré par les parents, les frères et sœurs, les amis. C'est important. Ça te rassure? Oui, de dire que même si on va pas bien et que on a besoin de les appeler, ils seront toujours là. Oui, ça c'est important. Oui. Disons que les liens évoluent aussi en fonction des expériences vécues. Donc non, je suis contente de te voir comme ça. J'avais des dernières questions. Est-ce que tu arrives à remercier d'ailleurs tes proches? Ah oui. Tu leur dis merci souvent? Oui, parce que sans eux, je pense que j'aurais pas la force que j'ai maintenant de me battre et je pourrais pas me débrouiller toute seule sans mes proches. Donc oui, les remercier, c'est au début ça a été difficile, mais maintenant c'est bon, j'y arrive. Parce qu'il y avait cette pudeur, peut-être? Oui, quand même. Mais maintenant c'est tout bon. Ça permet aussi de délier un peu les langues aussi, ce genre d'expérience, de se rapprocher aussi de sa famille, de ses amis. Oui. Donc, j'entends bien. Qu'est-ce que t'aimerais, pour les gens qui vont écouter ce podcast, qu'ils retiennent? Qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent de ton histoire? Que même si on a des difficultés durant une année, on peut toujours aller au bout des choses, parce que même si les médecins nous disent ça va être compliqué pour la fin d'année, il faudrait que t'arrêtes l'école, si vraiment t'es motivé et que t'as envie de te battre, sache que tu peux le faire, que avec du soutien, on arrivera toujours. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui traverse la même chose que toi? Qu'il faut se battre, que
il faut écouter les médecins et il faut écouter surtout son corps, parce que c'est le corps qui dit la première parole. Donc oui, écouter son corps et pas partir dans une dépression. Et si on a la force de se battre, on se bat pour surmonter ça. C'est important. T'as eu peur de partir en dépression ou pas? Enfin, Oh. t'as eu... Ouais. Oui, parce que je me dis... la dépression, moi déjà, ça me fait peur. Parce que j'ai déjà eu une amie qui était en dépression. Et ça m'a fait vraiment peur. Et oui, de pas être entourée... Moi, ça me faisait peur aussi de faire une dépression par la suite. Post-traumatique, finalement. Oui. Mais bon, t'es là avec le sourire, donc... Oui. Eh ben écoute, est-ce que t'as encore quelque chose à ajouter, à dire Non, c'est sur ce bon. podcast? Tu te Bah, sens juste merci. légère? Mais il n'y a pas de souci. Tu te sens bien? Oui. Très bien. Eh ben écoute, on va pouvoir couper ce podcast. Merci, Merci en tout cas, Laurette. Merci à toi. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Tu nous tiendras aux nouvelles. Et j'espère que, voilà, en tout cas, ce témoignage servira pour celles et ceux qui nous écoutent. Ne pas lâcher, toujours croire en soi. Donc voilà. Merci en tout cas, Laurette. Et puis prends soin de toi. Merci.